C'est reparti, il nous reste maintenant un petit peu moins de 2 heures. Il va y avoir beaucoup de choses dans cette partie. Alors, c'est pas facile de redémarrer après le moment de grâce que nous avons entendu, mais je suis sûr que Irène Bram va y réussir. Irène est une néerlandaise qui est une vraie européenne. La preuve, elle est née à Maastricht. Et elle a fait là ses études universitaires et elle est aujourd'hui, après avoir travaillé chez Naïve, elle est aujourd'hui en charge des affaires institutionnelles pour Bertelsmann. Irène, je vous passe la parole. Merci beaucoup, ça fonctionne. J'ai quand même préparé un petit texte par écrit parce que mon français n'est pas aussi bon que le français d'Ezra. Et on va parler pendant une bonne vingtaine de minutes du musée imaginaire. Le musée a inventé une nouvelle relation à l'œuvre d'art, lieu de mémoire de la société, jalousement conservé. Il se transforme au gré des rêves des architectes, des services rendus par la technologie, des toiles de mots et d'histoires tissées autour des œuvres. Je suis honorée de modérer ce petit tour d'horizon du musée imaginaire avec 3 invités, Paul Andreu, architecte de renom international, Julien Onfray, pilote 360 degrés du Conseil international de musées, et le critique d'art et archiviste Hector Balk, qui nous joindra après pour faire son petit tour. Nos intervenants nous entraînent dans une aventure muséale qui nous interroge sur la conservation et la transmission de ces temples de connaissances. Je dois excuser Kjetil Tredal qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Julien, je commence avec une première question pour vous. Si on pense au musée imaginaire, je pense à Malraux. Est-ce que, une petite réaction de vous, est-ce que maintenant, avec toutes ces nouvelles technologies, ce musée imaginaire est devenu possible? Alors effectivement, ça l'est, ça l'a toujours été, mais sans doute on est passé d'un imaginaire qui s'est inscrit dans des idées du temps et qui est passé à travers ce changement du temps dans d'autres types de cristallisation d'idées. C'est vrai que le modèle de musée fondateur, notamment le modèle de musée universel inscrit dans le XVIIIe et le XIXe siècle particulièrement, où finalement on parcourt les œuvres comme l'on lit une encyclopédie. Et le Louvre, le British Museum et autres maîtres en sont les avatars aujourd'hui les plus emblématiques. On est passé aujourd'hui à une vision plus fragmentée de cet imaginaire, avec des musées qui sont toujours en croissance. Aurélie Filippetti le rappelait il y a 2 jours, et c'est vrai qu'on est sans doute en croissance nette dans le monde, entre 5 et 8% de création de musées dans le monde. Alors c'est quoi ces musées? C'est des musées qui sont ouverts dans d'autres parties du monde, qui sont non européens, non occidentaux, et qui s'emploient aussi à avoir une autre interprétation du travail muséal. Je pense par exemple au Cameroun, au musée de la Blacktitude à Yaoundé. C'est également des musées très spécialisés qui se développent et qui embrassent tous les thèmes de la société. Et donc il y a des musées de ville, on parlait du Canada, donc par exemple le musée d'histoire de la ville de Montréal, dans une certaine manière aussi Pointe-à-Calière, des musées de société, d'économie. La Banque centrale mexicaine a créé un musée d'économie, la Banque centrale française est en train de l'étudier, de l'agriculture, même un musée à Vienne de la contraception et de l'avortement, et aussi des musées de performance. Et je pense notamment en Croatie, un musée des relations brisées qui collectionne à travers une collaboration mondiale des objets d'une personne dans des découpes, de la personne qui est partie,
et ces objets sont présentés avec un descriptif. Et donc, ce musée reçoit des contributions du monde entier. Donc, on voit qu'au fur et à mesure que la globalisation et que le temps s'accélère, le musée reste un réceptacle légitime d'idées, en tout cas il est vu tel quel, pour embrasser à la fois une peur de ce vide et à la fois de le préserver. Et on a parlé ce matin du mémoire et la transmission et l'importance de la transmission dans un monde en réseau, parce que c'est aussi un peu le thème ce matin. Qu'est-ce que, selon vous, doivent transmettre les musées dans ce monde en réseau ? Alors déjà, il y a des musées qui sont spécialisés dans ça. Je pense à Karlsruhe, le musée des médias, qui est totalement sur ces thématiques de réseau. Et puis, il y a ensuite des musées qui revoient notamment leur rapport avec leur public. On a pu voir un certain nombre d'exemples, bien sûr, les smartphones qui remplacent les traditionnels audioguides, les sites web. Il y a plus de visiteurs sur les sites web qu'il y en a physiquement dans les musées, et sans doute plus de 50% supplémentaires. Alors, ce n'est pas une substitution, mais c'est un complément à la visite. Donc on est vraiment sur un enrichissement de l'expérience muséale. C'est des musées virtuels, il y en a énormément. Par exemple, il y a eu une initiative de l'ASEAN, entre l'Europe et l'ASEAN, sur l'ensemble des collections asiatiques en Europe et en Asie qui sont cataloguées à travers un musée virtuel de ce point de vue. Et puis des points de customisation qu'il y a dans le rapport au public. Je pense à un projet qu'a fait le Louvre à Tokyo, à Gotenka, avec une entreprise japonaise, DNP, où le rapport à l'œuvre est segmenté. Et donc, on n'a pas la même intuition lorsqu'on est un enfant de 7 ans, lorsqu'on est un spécialiste du Quattrocento, lorsqu'on est un adolescent. Et donc, à travers l'expérience et le test que le Louvre a fait à Tokyo, eh bien, chaque personne a une expérience individuelle, à travers toute une série de technologies, de la même œuvre qui est présentée. Et donc, c'est vrai que c'est des parcours plus enrichis qu'il peut y avoir là-dessus. On a vu il y a 2 jours avec Jean-François Chianetta l'expérience augmentée. C'est aussi des possibilités. Il y a des musées, notamment le Street Museum à Londres, qui fait un partage de son expérience par rapport à musée, mais aussi quand les gens sont dans la rue. Et donc, finalement, le musée est aussi à l'extérieur. Et puis, des systèmes de coopération qui sont plus forts. Je pense notamment à 2 initiatives. Celle du Centre Pompidou, qui viennent de lancer là, en novembre 2012, qui est via la recherche sémantique. Donc ce n'est pas un site web qui est fixe, mais le visiteur, à travers la quête de sens et en inscrivant des mots, fait sa propre visite de musée dans un musée finalement quasi autonome du centre. Ou encore en Israël, le Musée national d'Israël, qui, en relation d'ailleurs avec Google, a présenté donc en digital les manuscrits de la mer morte, et où tous les publics peuvent traduire et interpréter ces manuscrits, y compris verset par verset. Donc en fait, ça permet une approche très individualisée. Paul, qu'est-ce que ça signifie alors pour l'architecte qui va dessiner, développer un musée ? Bon, bien sûr, ça va dépendre, comme l'a dit mon voisin, il y a beaucoup de musées. Il y a des musées de la chose qui ne peut pas être là. Le musée juif, par exemple, de Berlin, c'est le type même de ce musée-là. Il y a des musées explicatifs, il y a des musées didactiques, il y a des musées... Mais moi, je voudrais vous parler des musées où il y a des œuvres. Parce que finalement, vous parlez de la matérialité des œuvres. Et vous parlez de la réalité diminuée plutôt qu'augmentée. Au fond, si on revient à cette idée de Malraux, son musée imaginaire, ce n'est pas ce qu'on voit quand on ouvre Wikipédia et puis qu'on regarde je ne sais quoi, tout ce qu'il y a sur le net, les musées en vrac de Proust, de Baudelaire, de Catherine Millet, ils ont toute cette espèce d'exercice de personnalisation, de goût de quelqu'un, d'égotisme triomphant. C'est pas ça que Malraux avait en tête, pas du tout. Il avait dans l'idée que petit à petit, les œuvres
perdaient leur fonction, perdaient leur référence, devenaient des choses de l'esprit à l'état pur, et qu'il y avait une espèce de, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de transcendance qui s'établissait, et que par des voies différentes, tout venait converger dans quelque chose qui était le sommet de la culture. Et à ce stade, on peut dire qu'il aurait été sûrement ravi de tout ce qu'on a inventé comme moyen pour représenter, enfin, il a dû passer sa jeunesse comme d'autres avec des reproductions en noir et blanc. Avant, c'était des gravures. Après, ça a été Esquira. Après, ça a été 1000 choses. Et c'est formidable. Mais que font ces 1000 choses? Aider notre mémoire, organiser notre goût, surtout attiser notre désir. Et notre désir va finalement se terminer où? Et trouver sa véritable raison où? Devant l'œuvre. Et à ce moment-là, le making-of, on s'en fout. À ce moment-là, les circonstances historiques, on s'en fout. Si on est en face d'un Rembrandt, on regarde un Rembrandt. Si on est en face d'un Soulages, on regarde un Soulages. Et dans la matérialité de ces peintures, dans la matérialité du bronze d'un Moore, il y a quelque chose qui parle beaucoup plus fort à notre émotion que tout le reste. Donc, à la fois, tous ces instruments sont merveilleux, magnifiques, formidables. Hein, mais ce qu'il faut faire dans ces musées qui présentent des œuvres, c'est servir ces œuvres, préparer cette rencontre entre un spectateur et ses œuvres. Voilà. Et c'est ça notre métier d'architecte. Ce n'est pas de faire des temples à la connaissance ou à l'art. Hein, c'est simplement, humblement, d'organiser la rencontre physique, matérielle de quelqu'un, une personne, avec une œuvre. Julien, une petite réaction? Je suis d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir, vis-à-vis de la multiplication des... on voit dans le monde aussi un certain nombre de pays qui mettent la culture vraiment dans l'apanage de leur développement, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que souvent, il peut y avoir aussi la multiplication de projets, de gestes architectural qui n'est pas nécessairement toujours en lien avec le contenu. Et bien entendu, ça ne peut être qu'une sublimation du sens et pas l'inverse, sinon c'est une mise en boîte. Et donc c'est toujours, à la fois c'est rassurant, parce que quelqu'un disait il y a quelques jours qu'avec la réalité augmentée, on pourrait avoir le même musée partout. C'est finalement assez angoissant de se dire qu'on peut avoir le même musée. C'est bien surtout d'avoir des musées qui font des choix, des musées qui sont différents, des musées qui ont aussi leurs lacunes, et des musées qui se voient en progression par rapport à un certain sens. Mais aussi en relation, parce que le musée, ce n'est pas qu'une collection. Le musée, et aussi un directeur de musée, c'est quelqu'un qui est responsable vis-à-vis d'un public. C'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui a une mission enrichie politiquement. Et ça, c'est un enrichissement qui est considérable et qui n'existait pas il y a 40 ans. Oui, mais en même temps, c'est comme une maison d'opéra a besoin d'un projet artistique. Hein, sinon, c'est un entrepôt où passent des choses. Un musée a besoin d'un projet. Un projet variable. Il n'est peut-être pas écrit pour les temps infinis, mais il a un projet artistique. La critique est nécessaire. Et donc, l'espace lui-même, je pense, doit être aussi utilisable que possible, aussi modeste que possible aussi. Et en même temps, un musée est un lieu, si justement la grande différence, c'est comme pour la musique enregistrée et celle qu'on écoute, c'est le maintenant et là, il a besoin pour se graver dans la mémoire de quelque chose qui est un lieu, de quelque chose qui se marque. Donc un musée, c'est un objet tout à fait paradoxal, parce qu'il faut à la fois qu'il soit au service de l'œuvre et que l'architecture recule humblement devant cette relation, et en même temps, il faut qu'il y ait suffisamment d'architecture, suffisamment de prise de position sur l'espace pour qu'on se souvienne de ce moment-là et de cet endroit-là.
Et de ce point de vue-là, c'est comme les lieux pour la musique. Tous les lieux de la culture, au fond, se mélangent de... il faut pas faire des temples à soi-même, et on en connaît un certain nombre, ici et là. Il ne faut pas non plus être complètement neutre, parce qu'à ce moment-là, si ça peut être dans n'importe quel garage, bon, ça n'a plus non plus, ça n'atteint plus son sens, et il faut qu'il y ait une espèce de projet artistique. C'est pour ça que c'est si compliqué, quoi. Hein, à la fin, c'est compliqué. Mais il y a des exemples magnifiques. Je pense à celui qui est au Danemark, et dont j'oublie toujours le nom au moment où je vais le prononcer, mais ça ne fait rien. Hein. À Copenhague, il y a un musée comme ça, avec un parc, des bâtiments, voilà, et qui est une œuvre formidable, quoi. Les mours dans la prairie, tout est merveilleux, tout est humble, tout est présent, et c'est un lieu inoubliable. Le nom, je l'oublie, mais le lieu, je ne l'oublie pas. Encore une question. On vient d'en parler déjà, le rôle du musée. Moi, je compare ça toujours un peu avec le rôle d'un éditeur de livres. Donc, il y a une sélection qui se fait. Quel est ce rôle dans un monde en réseau? Est-ce que ce rôle est en train de changer, ou est-ce qu'il est de plus important dans ce monde en réseau où finalement il y a une abondance de contenu qui circule sur le net, et parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver? Je pense que c'est difficile de s'y retrouver parfois. Et c'est vrai qu'il y a la tentation de toujours ajouter, parce qu'il y a la capacité de stockage qui est quasiment infinie. Mais il y a toujours le besoin. Alors bon, ensuite pour les musées, ils doivent toujours faire des choix de scénographie, de stockage, etc. Je vais donner peut-être deux exemples qui reviennent sur l'importance du choix et où la technologie peut tout faire. On a cette année, on s'est souvenu de la commémoration de la disparition des Bouddhas de Bamiyan. Et ces niches restent toujours là, vides, et se pose la question de que faire. Techniquement, on peut reconstruire les Bouddhas, tout comme il y a des débats aussi en France avec faut-il reconstruire ou pas le palais des Tuileries? Est-ce que on peut créer des hologrammes? C'est aussi des possibilités, et c'est techniquement faisable. Et ou ne rien faire, parce que finalement, la mémoire et la puissance de ces Bouddhas, c'est aussi dans leur absence, et donc c'est aussi ne pas faire qui peut être important. Même débat qui a pu être fait à New York, sur le site des tours, et de savoir, faut-il reconstruire les tours? Faut-il ne rien faire? Faut-il faire un mémorial? C'est le choix qui a été fait. Mais là aussi, on est sur des points avec des débats infinis. Je n'ai pas la solution sur ce point-là. Mais on voit que c'est des sujets très difficiles. Faire ou ne pas faire. Et une fois qu'on décide de faire, comment le faire? Et encore une fois, ce n'est jamais un sujet technique ni technologique. C'est un sujet de choix. Et moi, je suis un peu convaincu qu'il ne faut pas refaire, quoi. Enfin, les Tuileries, je ne vois absolument pas pourquoi, alors qu'on a ouvert l'espace comme ça, là, bon, c'était pas bien de mettre le feu, d'accord, c'était pas bien. Mais enfin, puisqu'on l'a mis, quoi, n'en parlons plus. On ne va pas reconstruire ça, quoi. Hein, et moi, je pense qu'en même temps, il ne faut pas reconstruire, parce que c'est, comme vous le dites, ces cicatrices ont un sens. Hein, elles ont un sens grave, profond, elles finissent par disparaître. Le temps les fait disparaître. Hein, mais pas de notre esprit, en fait. L'esprit les garde plus longtemps. Moi, les choses de la commune, par exemple, de Paris, le massacre ici de la rue, je ne sais quoi. Oui, la rue, je ne sais quoi, je ne sais pas. Personne. J'ai demandé 10 fois à des Parisiens où était cette fameuse rue où on avait... Encore une fois, moi, je perds la mémoire des noms, donc je ne sais plus ce nom. Mais personne ne sait où elle est. Enfin, quelques historiens savent où elle est. Il n'empêche que tout le monde, dans l'idée de ce qu'a été la commune, de ce machin, sait qu'il s'est passé des choses là. Et voilà. Et je pense que si on allait mettre un monument quelque part en disant ici se trouvait la rue, et qu'il s'est passé ça,
ce serait finalement une espèce de dégradation de ce qui se passe dans notre tête et qui est la vraie mémoire collective qu'on se partage et qui est une chose si précieuse et qui s'éteint. Je crois là aussi, pour faire juste un petit commentaire, les nouvelles technologies, même en cas de disparition, ça nous permet quand même de ne pas l'oublier. Donc je crois que c'est ça aussi un énorme changement peut-être avec 50 ans. S'il y avait quelque chose, un bâtiment qui était détruit quelque part, maintenant il y a quand même toujours des traces qu'on peut facilement retrouver. On peut, par l'Internet, tout le monde peut avoir accès, peut quand même faire ses connaissances. Oui, mais en même temps, si vous voulez, je ne suis pas du tout pour massacrer les œuvres du passé, les oublier. Je suis simplement pour vivre. Et je pense que l'oubli fait partie de la vie. Voilà. Et qu'en même temps, enfin, l'histoire que je vous racontais hier, moi, je trouve emblématique. Catherine de Sienne est assiégée, elle a 2 enfants. On lui dit, si vous ne donnez pas la ville, on les égorge. Elle lève sa jupe, elle dit, j'ai le moule. Nous avons le moule pour faire de nouvelles choses aussi. Nous savons faire de nouvelles choses. Donc, pas de panique. Pas de panique. Conservons, gardons toute notre mémoire et en même temps créons. Merci beaucoup. Ok, apparemment il y a une question, donc on va donner la parole à monsieur. Thank you. S'il vous plaît, si vous voulez vous donner votre nom. My name is George Abungu. I'm from Kenya, and I said I'm an archaeologist and a heritage consultant. I'm also vice president of ICOM, so we work with Julian very well. Well, I'm really enjoying this because my background is also in museums. And what I'm missing to understand in this discussion is the position of the people. We are talking of museums basically as, divorced from the people. And I thought people and audience are the main thread. The second thing is the idea of defining museums, that museums should not be this or should not be that. For me, I think the role of the museum has changed so much that, as you say, it's not just a temple. But I do not see any reason why we should not have temples, we should not have places of memory, we should not have art museum, that we should not promote that diversity that museum now, as an institution, has opened up. For example, if I take a case of Robben Island, where Nelson Mandela and his colleagues were jailed, it's a museum of memory. It's not been planned. It was a jail. It's got many layers of history, and those layers are represented, although some of the layers are more important than others. I also agree that museums also do give us opportunity to present what we construct to be what history is. For example, the whole issue of remembering and forgetting. I think museum does give us a place of dialogue where we can be able to engage people to remember and forget, and to question why do we forget some things and why do we remember some things. So to me, I don't think it should just be a space, a confined space with walls. To me, I think museums should even have no walls at some times. So the more they are, the diverse they are, the better for me. I don't know, this is just my thinking. So I have no problem with temple museums that want to be temples of, or museums of memory, or museums of stamps, or museums of conflict and resolution. I think that we should let the spaces talk to ourselves, and we just promote them without confining, unless we are talking about art museum that requires, a space, a wall, air conditioning, humidity controls and all that things. But if we are talking about the concept of museum, I think it really depends on where you are and what you want to do. And that's the beauty of it, because it gives you the opportunity to dialogue with spaces. Thank you. Thank you. Paul, Julien, une réaction? Well, very quickly, I fully agree, of course, with George on this, but
I'll give you an example for then immigration museums. And you can see how it is important then to engage with communities and people. You have like immigration or emigration museum in many countries, but if you take Cité de la Migration in France, it's more intellectual. If you take the Melbourne Immigration Museum, it's more into objects. If you take in New York, it's as well all the memory even of the construction of New York, and the same in Liverpool or even in Bremerhaven in Germany, where they try to make the connection between Auswanderung and Einwanderung. And so like each to their own for that, and yes, there is the respect for the idiosyncrasy, even though it's the same theme, so just as an example. Merci beaucoup. On vient de me dire qu'on a vraiment, on a beaucoup de retard. Donc, je vais d'abord vous remercier, Paul et Julien, pour partager vos pensées sur ce sujet avec nous.